à tous. Alors, je ne sais pas si je vais faire comme les profs de l'ESSEC qui disent ceux qui sont au rang, là-bas, il y a des places devant, donc ceux qui sont au dernier rang, vous pouvez venir devant, ça remplira la salle. Donc moi, je suis Luc Agopian, je suis directeur associé chez Capgemini Consulting et je m'occupe de sujets RH et accompagnement au changement. Et pendant cette heure, on va parler de fourmis dans les jambes. On va parler pendant une heure de gens qui ont envie de bouger, envie de changer, envie de nouveautés, envie de travailler autrement. Et on va réfléchir à ce que peut-être la promesse employeur dans un grand groupe face à tous ces gens qui ont des fourmis dans les jambes, dans un contexte en plus où le digital est un accélérateur de ce mouvement et puis peut aussi permettre de réinventer une promesse employeur. Alors pour parler de ce sujet, nous avons réuni 3 personnes. Béatrice, qui accompagne ceux, et puis après je laisserai chacun se présenter, qui accompagne ceux qui ont des fourmis dans les jambes. Juliette, qui avait vraiment des fourmis dans les jambes et qui a franchi le Rubicon. Et puis Patrick, lui, qui réinvente la promesse employeur de Capgemini Consulting depuis quelques années. Je vous laisse vous présenter. Merci. Ça marche ? Donc Juliette de Maupoux. Donc si je réfléchissais à comment me présenter, en fait, moi je dirais ce qui me caractérise, c'est vraiment l'envie de casser les murs, abattre les cloisons et faire engager les gens dans des démarches dynamiques et collaboratives. J'ai eu une carrière donc, dans un grand groupe comme juriste. Après, j'ai fait une dizaine d'années aux ressources humaines. Et puis, ces 3 dernières années, je me suis occupée de la transformation digitale de toutes les activités industrielles du groupe Total. Et donc, c'est vrai qu'à cette occasion, j'ai pu expérimenter des tas de démarches innovantes pour faire collaborer des gens qui ne s'étaient jamais adressé la parole, faire travailler le groupe avec des startups ou même collaborer des grands groupes ensemble. Et puis en fait, forte de cette expérience, récemment, j'ai switché avec l'aide un petit peu de Béatrice et je me suis engagée dans une nouvelle aventure de slasheuse puisque je suis partie développer une entreprise que j'avais créée avec ma sœur et en parallèle, je développe une activité de conseil sur l'expérience que j'ai acquise chez Total en matière de transformation et de méthodes collaboratives au service de cette transformation. Voilà. Et donc je vais témoigner de mon passé de salarié de grand groupe avec beaucoup d'humilité, j'espère. Alors, moi, Béatrice Moulin, donc j'ai cofondé Switch Collective il y a 1 an et demi. Switch Collective, c'est effectivement pour tous ceux qui ont des fourmis dans les jambes, tous ceux qui ne se reconnaissent plus dans leur job, qui ont envie d'en changer, qui ont envie d'injecter plus de sens, d'impact dans ce qu'ils font, mais qui ne savent pas du tout par où commencer. Nous, on leur apprend à construire le parcours qui leur correspond avec un programme qui s'appelle Fais le bilan calmement, qui dure 6 semaines, qui est en collectif. Avant ça, j'ai eu un parcours assez classique dans des grands groupes, aussi bien en conseil que dans les spiritueux, qu'en agence de com. Et avec mon associée Clara, qui elle évoluait plutôt dans le secteur public, on a partagé un peu le même constat, c'est-à-dire qu'on avait sur le papier des super bons jobs, le statut, le salaire, l'intitulé qui va bien, et pourtant on ne se sentait pas vraiment à nos places, on manquait de sens dans ce qu'on faisait. Et à force d'en parler autour de nous, on s'est rendu compte qu'on était loin d'être les seuls. Et donc vraiment, Switch est né de cette quête de sens qui, avant tout, était personnelle. Voilà. Et pour finir, donc, je suis Patrick Ferrari, je dirige Capgemini Consulting. Donc, j'ai un réservoir à fourmis de quelques milliers de personnes qui ont, on va y revenir, mais qui ont en moyenne d'âge 29 ans. Donc ils sont des digital natives et qui ont plein d'envie et dont plein passent chez BA, à l'insu de mon plein gré souvent, mais pour leur développement personnel. Alors on va commencer par toi, Patrick. Il se dit, je ne sais pas si vous avez cette information, que les grands groupes ont de plus en plus de difficultés à recruter et à fidéliser les talents. Qu'est-ce que tu vois, toi, chez Capgemini Consulting et puis éventuellement chez tes clients ? Alors, premier point, c'est on est aujourd'hui à l'ESSEC, je sais que c'est vrai de beaucoup d'écoles de commerce. Beaucoup de jeunes, quand ils sortent de l'école, on dit que 30% d'entre eux veulent faire de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si le chiffre est exact. Ce que je pense, c'est qu'au-delà de ces 30%, il y en a 80
qui ont envie des codes et des façons de fonctionner de l'entrepreneuriat. Ils seront peut-être pas entrepreneurs, parce que être entrepreneur, c'est pas si simple que ça. Je vous laisserai en parler, mesdames. Mais ils ont souvent envie de ça. Et j'avais récemment une discussion avec le patron d'une grande école, pas celle de l'ESSEC, je m'en excuse auprès d'eux, qui me disait finalement il y a deux types de grandes entreprises qui viennent nous voir. Il y a celles qui mettent leur logo là-haut et qui disent ben voilà, je suis ça, je suis un logo, je suis une marque, je vous montre des films, je vous montre des slides, c'est là où le mythe tombe. Et ça, c'est le premier type d'entreprise qui arrive avec une promesse employeur qui se résume à un logo. Et puis il me dit, il y a d'autres gens qui viennent nous voir. Et puis il y a un type sur scène qui dit, d'abord, je suis moi. Moi, je vais vous parler de moi, de mon projet. Et puis il se trouve que mon projet, il se trouve dans une grande entreprise qui a un logo. Et bien en général, les étudiants vont voir le deuxième et moins le premier. Et ça, je pense que c'est un switch, si j'utilise ce terme sans clin d'œil, qui s'est développé ces dernières années. Il y a quelques années, les promesses employeurs se résumaient très simplement à des logos. Il y a des histoires qui étaient derrière, bien évidemment, et à des valeurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, les générations Y et Z, elles cherchent quoi? Elles cherchent de l'humain avant tout. Je veux bosser avec ce type-là. C'est parce qu'il m'a plu, il m'a parlé, il avait des bonnes valeurs. Parce qu'il a un projet. Et parce que ce projet, il l'incarne par un certain nombre de choses qui reprend la promesse employeur. Donc je pense que, tu vois, et du coup, qui arrive à attirer les talents aujourd'hui? Je pense que ça se décode aussi avec cette grille de lecture. Nous, il se trouve qu'à titre personnel, on a, chez Capgemini Consulting, 4000 consultants, 1 millier en France. Je le disais tout à l'heure, ils ont pour 50% d'entre eux moins de 29 ans. Et pour ajouter un peu à la complexité, on a décidé il y a quelques années de se focaliser sur le numérique, sur le digital. Et donc vous imaginez aujourd'hui leur employabilité. Donc l'attraction est facile, la rétention et le développement des talents est un peu plus subtil. Donc on a un turnover qu'on surveille comme le lait sur le feu. Alors Béa, toi, Patrick le disait, il y a des gens à l'insu de son plein gré qui viennent chez toi. Toi, vu de ta fenêtre, comment est-ce que tu vois ce mouvement? Quels sont les gens qui viennent voir Switch Collective? Alors nous, on est vraiment aux premières loges de ce mouvement des déçus des grands groupes. Très clairement, la plupart des participants à notre programme sont encore dans des grands groupes ou ont été et ne se reconnaissent plus dans la culture, dans les façons de faire des grands groupes. Très clairement, en quelques chiffres, la demande ne désemplit pas. On a formé plus de 1000 personnes en 1 an et demi. Toutes nos sessions sont pleines jusqu'en janvier. On ouvre Lyon, on ouvre Nantes, on ouvre Bordeaux l'année prochaine. Enfin, il y a une vraie demande qui est assez massive. Et les gens, effectivement, quand on les interroge sur pourquoi est-ce que vous ne reconnaissez plus dans ces grands groupes, en fait, il y a 3 grands facteurs qui remontent. 1, c'est le manque de sens. Je ne sais pas pourquoi je suis là. 2, c'est le manque d'alignement. Je ne suis pas à ma place là où je suis. Et 3, c'est le manque de stimulation. J'apprends plus rien, je m'ennuie et du coup, je stagne et j'ai envie de changement. Et par rapport à ça, ce qui va être intéressant, c'est que ces personnes-là, pendant très longtemps, elles vont croire qu'elles sont minoritaires, qu'elles sont les seules à se poser des questions dans leur job, à ne pas se reconnaître, alors qu'en réalité, elles sont de plus en plus nombreuses. Et elles ont toute une série de nouvelles aspirations qui émergent. Elles ne cherchent pas simplement à subir, à sacrifier leur vie à leur job. Elles ont envie d'un job qui les passionne, qui les stimule, qui les challenge, qui les nourrisse, pas simplement financièrement, mais aussi humainement et intellectuellement. Un job où elles vont pouvoir développer leur talent, leur potentialité, qui ait du sens et où elles se sentent utiles. Et en fait, ce que nous, on observe, c'est un écart de plus en plus important entre ces aspirations nouvelles et la réalité auquel elles font face au quotidien. Et c'est ce grand écart qui est de plus en plus frustrant. Et du coup, nous, c'est comment la mission qu'on s'est donnée, c'est justement d'apprendre à chacun à construire le parcours qui lui correspond, mais de participer à cette transformation du travail. Parce que 91% des salariés aujourd'hui se disent désengagés. 91%, c'est pas juste un problème de génération Y, Z ou alpha ou oméga, comme on les appelle dans les journaux. C'est un problème qui est beaucoup plus large que ça, qui touche tous les secteurs, qui touche tous les âges, qui touche tous les métiers. Et
c'est ça qui va être intéressant. C'est plus une question de névrose personnelle, c'est vraiment la fin, la crise d'un système et du coup d'un système qui est obsolète, parce que si on regarde le modèle de travail dans lequel on est encore aujourd'hui, c'est un modèle qui est hérité de l'ère industrielle, qui a très peu évolué, dont les règles sous-jacentes sont restées à peu de choses près les mêmes. Et du coup, nous, notre mission, c'est de participer à cette réinvention du travail. Voilà. Peut-être moi je peux rebondir pour avoir été dans le grand groupe. C'est vrai que je rejoins ce que dit Béa, c'est-à-dire que moi j'ai vécu un écart grandissant entre la promesse employeur, mes aspirations, et puis ce que j'avais à vivre au quotidien. Et encore, je dis je, mais pour l'avoir vraiment partagé avec des salariés de beaucoup de grands groupes, je pense que c'était pas personnel. Donc un moment où ça m'a vraiment marqué, c'est le moment où on accède à des postes de management. Parce que quand même, dans les grands groupes, voilà, on vous élève pour vous amener au poste de manager, qui est quand même un petit peu le Graal, une certaine étape de reconnaissance de la réussite dans la carrière. Et donc forcément, on s'en fait un petit peu tout un plat. On se dit, c'est quand je vais être manager, je vais pouvoir décider, j'aurai une équipe, je vais les emmener là où je veux, je vais les développer, je vais être le capitaine du petit bateau, ça va être fantastique. Bon, la réalité, honnêtement, c'est que être manager aujourd'hui dans les grands groupes, c'est quand même plutôt de l'ordre de Charlie Chaplin dans les temps modernes. C'est-à-dire qu'on a des groupes qui sont ultra complexes, où les processus se sont empilés au fur et à mesure des années. Et donc souvent, comme manager, finalement, on est surtout un goulot d'étranglement d'un certain nombre de processus, de validation, d'autorisation. Et donc on passe son temps à aller cliquer pour accepter des factures, chercher à quel comité on va aller présenter tel projet pour pouvoir avancer, valider des congés dans des interfaces qui sont parfois pas très heureuses. Et donc on ne vit pas du tout ce qu'on avait espéré vivre, c'est-à-dire passer du temps avec son équipe, pouvoir les développer, avoir un rôle de coach, etc. Et un exemple assez parlant, par exemple, c'était le processus budgétaire, et je pense qu'il est commun à peu près à toutes les grandes entreprises. C'est-à-dire que moi, j'étais occupée par le processus budgétaire de mi-février à fin novembre. C'est-à-dire que pendant 9 mois de l'année, j'essayais de savoir ce que j'allais dépenser dans 18 mois à peu près, voire parfois dans 5 ans. Et alors, quand j'étais dans le digital, c'était quand même un peu une blague, parce que savoir ce que j'allais déposer dans 5 ans alors que je fais des projets qui duraient 3 semaines, 1 mois, c'était un petit peu difficile. Après, il y a aussi ce sujet de quête de sens. Ce qui me marque dans nos grandes entreprises aujourd'hui, c'est qu'en effet, on a des gens très aspirationnels qui commencent à communiquer. Les entreprises ont compris que la RSE, c'était un enjeu de communication, qu'il fallait savoir expliquer qu'est-ce que j'apporte à la collectivité, à la communauté, etc. Donc à l'extérieur, on a une communication qui est plutôt assez claire sur le projet de l'entreprise pour la société. Et en fait, quand vous êtes en interne, finalement, la communication, elle est souvent quand même réduite à des indicateurs financiers, à des objectifs assez court-termistes. Il va falloir réduire les coûts avant la fin d'année de temps, il va falloir que le ROACE atteigne tel niveau. Et c'est vrai que ça empêche souvent les salariés de se raccrocher au sens de leur mission. Et moi, je me suis surprise parfois à aller rechercher la raison sociale de l'entreprise dans laquelle je travaillais, dans les statuts, pour vraiment savoir pourquoi je suis là et voilà, à quoi je contribue. Et donc c'est un peu ce ressenti, moi, qui m'a amené à faire Switch, parce que moi je suis assez attachée aux grands groupes, et je me disais il doit y avoir une autre façon de faire, il doit y avoir des modes de travail à réinventer pour réenchanter un peu cette expérience salariée. Bon, je crois que le tableau dressé par les trois est assez positif. La question maintenant, une fois qu'on a fait ce tableau, comment est-ce qu'on répond à ça? Comment est-ce qu'on fait évoluer les entreprises? Comment est-ce qu'on on change ça pour redonner ce sens-là? Patrick, tu peux peut-être commencer et nous dire les grands principes de ce qui a été mis en œuvre chez CAP? Oui, je pense que le tableau est positif et rassurez-vous, on est extrêmement optimiste sur la réinvention du travail que tu évoquais, et y compris dans les grands groupes. Et d'ailleurs, on est tellement optimiste qu'on le fait chez nous, parce qu'à un moment donné, les clients nous ont regardés en disant « Ouais, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est bien, mais et chez toi, c'est comment ?» Donc ça a été un premier challenge. Et puis le deuxième challenge, c'est celui que vous évoquiez de nos consultants. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de construire une promesse employeur qui soit sur les fondamentaux que vous avez évoqués. Et je vais les reprendre: l'écosystème, le sens, l'autonomie, la prise de risque. Donc je vous rappelle, Capgemini, c'est une boîte de 200 000 personnes. Donc autonomie, prise de risque dans une boîte de 200 000 personnes. Voilà, il y a des process, il faut suivre un certain nombre de pratiques.
Voilà, donc on a essayé de faire ça. On l'a fait en impliquant très largement. Il y a 200 personnes qui ont travaillé sur cette promesse employeur. Et puis surtout, ce qu'on a essayé, c'est de lui trouver une réalité. J'aimais bien l'image que tu prenais, Juliette. C'est qu'à un moment donné, il y a un grand écart entre un discours et une réalité. Et donc ce qu'on a fait concrètement, et je pense que c'est un point de rendez-vous pour beaucoup d'entreprises, et c'est la réelle difficulté de la promesse employeur, c'est que dans la vie quotidienne, j'ai des rendez-vous, des rituels, des façons de faire qui correspondent à ce qu'on dit. Et donc je vais prendre quelques exemples. Alors je suis un consultant, donc je ne peux pas m'empêcher de faire une slide, donc on va avoir une slide. Si vous voulez bien la projeter, elle arrive. Voilà. Donc ça, c'est les 13 chapitres de notre promesse employeur. Et je vais prendre quelques exemples et surtout vous expliquer en quoi ces sujets, ça c'est la solution que nous on a trouvée. Cette solution, elle nous est propre. Ce qui est intéressant, c'est les thèmes qui sont derrière. Le premier thème, c'est celui de l'employabilité. Je pense qu'aujourd'hui, avec le numérique, avec les robots, il va y avoir des challenges monstrueux d'employabilité des salariés, dans les grands groupes, dans les ETI, enfin bref, partout. Et nous, on a pris ce sujet-là comme étant un sujet cœur de réacteur. Et un des aspects de l'employabilité, c'est qu'aujourd'hui, votre employabilité n'a pas de référence. C'est extrêmement dur d'avoir une référence qui soit une référence de marché. Et donc, parce que le modèle pour le RH d'une entreprise est différent de celui d'une autre entreprise. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a certifié les compétences de nos consultants. En l'occurrence, on a fait certifier les compétences de nos consultants, qui sont certifiés par des intervenants extérieurs. Donc, il y a un comité qui se réunit avec, certes, des gens de chez nous, mais des représentants de Google, des représentants de start-up, et qui disent... Cet individu-là, c'est vraiment un mec ou une femme du digital. Et donc, du coup, ce label qu'on est en train de construire, on est en train de l'ouvrir à d'autres entreprises. Et donc, du coup, quelque part, on crée une référence sur les compétences du marché de nos consultants. Voilà, donc ce côté d'employabilité avec un label ou une référence, je pense que c'est un thème qui est dans beaucoup d'entreprises. Donc ça, c'est d'ailleurs le chapitre qui s'appelle « Let my people grow ». Autre exemple, il y a un chapitre qui s'appelle « Rating with Confidence » et c'est le sujet de la culture du feedback. Les grands groupes, c'est pas la culture du feedback, c'est la culture des process, c'est la culture des évaluations, c'est la culture des formulaires qu'on remplit et des systèmes sur lesquels il faut cocher des cases. Enfin, c'est aussi ça. Et nous, on a voulu, parce qu'on pense que c'est important, développer la culture du feedback, simple, spontané, au quotidien, qui permet de ensuite se concentrer sur le développement de l'individu, parce que la matière première, c'est le feedback au quotidien. Et donc, on a construit un système qui est tout simple, avec une application mobile, et qui permet, et d'ailleurs, je vais demander à la fin de la réunion, de notre session, une demande de feedback à Luc, qui va me faire un petit feedback sur notre intervention. Je ferai la même chose. Voilà, c'est spontané, c'est en dehors des... c'est humain, c'est spontané, c'est structuré, bien évidemment. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est cette culture du feedback. C'est quelque chose qui est extrêmement complexe à développer. L'application mobile, honnêtement, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le vrai sujet, c'est développer, libérer la parole, se permettre de faire un feedback, de le faire l'un en face de l'autre, et ensuite de construire là-dessus le développement de nos employés. Et ça, je pense que c'est un sujet éternel et universel. Je vais en prendre un autre qui est le whenever, wherever. Il y a un sujet aujourd'hui, c'est les salariés, enfin bref, les patrons ne sont pas les mères des employés, quoi. Je suis désolé, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. Les salariés sont des gens responsables, engagés, j'y crois quand même. Et donc, on a développé l'autonomie de nos salariés avec des choses toutes simples comme où tu veux, quand tu veux. Donc, tu travailles où tu veux, quand tu veux. Exemple, encore une application mobile où nos employés peuvent réserver, je crois qu'il y a 150 espaces de coworking en France et travailler de n'importe quel de ces espaces de coworking. Donc du coup, la notion de management, de hiérarchie, de tu es à côté de moi et je contrôle, n'a pas de sens. Et c'est très bien comme ça parce que nos employés sont des gens extrêmement responsables. Donc je pense que ce développement de l'autonomie qu'on a essayé d'adresser à travers cette solution, l'autonomie, c'est un sujet essentiel, je pense, de la promesse employeur aujourd'hui. Si les gens veulent aller dans les petites entreprises, veulent créer leur projet, c'est parce qu'ils cherchent aussi de l'autonomie.
Et peut-être un dernier exemple, c'est l'exemple de United Colors. C'est aujourd'hui, il faut qu'on travaille dans un écosystème. Le monde de l'entreprise est un monde qui est souvent assez fermé. Et les salariés ont envie d'ouverture, ils ont envie de voir des têtes différentes, ils ont envie de travailler avec des gens différents, dans l'entreprise bien évidemment, et ça tout le monde s'y attache, mais aussi en dehors de l'entreprise. Exemple de choses que l'on permet de faire à nos salariés, on a appelé ça vice-versa, et vice-versa, c'est tu prends 1 mois de ton temps pour aller bosser dans une start-up. Donc pendant 1 mois, tu es payé par l'entreprise, tu vas passer 1 mois dans une start-up, ce qui nous permet, nous, en tant qu'entreprise, de développer des collaborations avec des start-up. Donc Béa, si tu veux prendre un de nos consultants dans Switch, avec grand je plaisir. suis sûr qu'il y en a plein qui seront intéressés. Et ils partent faire un projet qui les intéresse, c'est leur choix. L'écosystème des startups, on l'a organisé, mais c'est leur choix de projet. Et ils reviennent différents, ils reviennent enrichis, ils reviennent avec les codes du digital. Et donc nous, on a tout à gagner à ça. Donc voilà, donc derrière ces exemples qui ne sont qu'illustratifs, ce qu'on a essayé de faire, c'est de l'employabilité, du sens, de l'autonomie, de la liberté, ouvrir la parole. Et je pense que les éléments essentiels des promesses des employeurs, enfin des grandes entreprises aujourd'hui, doivent tourner autour de ça, parce que sinon on va trouver sur le phénomène que vous évoquiez. Moi, je peux te faire un feedback, je trouve que c'est très bien ce que tu racontes. Là, je peux. Juliette, tu veux compléter un peu ? Ouais, alors, moi, il y a 4 ans, en fait, on était dans une période dans la branche dans laquelle j'étais où vraiment la situation économique était difficile. Et je croisais, donc les gens avaient pas mal de pression, beaucoup de travail. Et je croisais de plus en plus de collègues qui me disaient qu'ils ne voyaient pas le sens de leur action. Sûrement, j'ai croisé 90% des désengagés qui étaient dans mon cercle numéro 1. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, si, en tout cas, moi, je reste dans ce groupe, il faut absolument que je fasse quelque chose qui va faire que le quotidien et les modes de fonctionnement vont changer. Et donc, j'ai réuni quelques collègues et je leur ai proposé de monter un think tank de jeunes managers. En fait, je partais d'un double postulat. D'abord, dans les grands groupes, à cause de la complexité que j'ai évoquée tout à l'heure, on n'a quand même pas beaucoup le temps de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Parce que finalement, on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre quel formulaire on doit remplir, où on doit aller pour porter telle parole. Et donc, on perd un peu le fil sur ce qui se passe à l'externe. On est beaucoup replié sur soi-même. Donc moi, j'avais le sentiment qu'il fallait qu'on ouvre l'entreprise, qu'on fasse entrer de l'air frais pour aussi permettre aux gens de se développer, d'avoir des nouvelles idées. Et puis, il y avait aussi quelque chose, moi, qui m'irritait un petit peu, c'était l'aspect non participatif de la stratégie, c'est-à-dire qu'on est dans des structures très pyramidales où finalement, on considère souvent qu'il faut avoir un certain âge et un certain niveau hiérarchique pour être capable de formuler une pensée stratégique. Et moi, je considérais que finalement, n'importe qui, à n'importe quel étage de l'entreprise, était capable de participer à la stratégie ou en tout cas de formuler des idées qui pourraient être pertinentes pour le groupe. Et donc, on a monté ce think tank avec ses collègues. Et la structure a grandi assez vite, puisqu'on est passé de 5 par cooptation à une cinquantaine, et puis après, par viralité, à plus de 400 salariés. Et donc, au bout de 4 ans, il y a 450 salariés qui, en fait, se réunissent régulièrement, organisent des ateliers. Tout ça, c'est complètement sur la base du volontariat. Donc, 0 moyen, c'est juste la volonté des gens de se réengager, finalement. On a fait sauter une petite capsule. On a vu qu'il y avait des gens qui avaient envie de participer. Il suffit de leur donner un petit espace de liberté. Donc, on a organisé des conférences, des ateliers. On a fait venir des intervenants extérieurs pour d'abord faire grandir chacun sur les grandes tendances d'innovation managériale, les évolutions de la société. Donc, un peu se renourrir, ce qu'on avait un peu perdu. Et puis, on a participé. C'est devenu un groupe test, en fait, de salariés qui peut participer à des ateliers, des brainstorming pour telle et telle direction, qui a besoin d'avoir un panel de salariés qui va pouvoir formuler un avis. Et je pense que ça a vraiment été un outil assez puissant. J'ai même vu, moi, des salariés du think tank qui, après, se mettaient à générer eux-mêmes des initiatives dans leur environnement de travail. Enfin, on voyait que ça redonnait le pouvoir. Et ça, c'est très important de montrer aux gens qu'ils peuvent reprendre le pouvoir sur leur environnement de travail et après, peut-être sur leur carrière. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait d'autres entreprises qui avaient ce type de démarche spontanée. Et donc, on a commencé à se mettre
en réseau avec ces entreprises. Donc voilà, je pense que ça a été un outil assez puissant. Et quand je suis partie de chez Total, j'ai pas mal de gens du think tank qui m'ont dit tu m'as redonné un souffle, ça m'a permis de me remettre en mouvement, je me sens concernée, je sais que je peux faire des choses dans mon périmètre sans qu'on m'en donne une autorisation, un ordre formel. Donc ça, je pense que c'est des choses qu'il faut essayer de développer parce que dans la vie quotidienne, tous les jeunes salariés sont maintenant habitués à donner leur avis, à lancer des démarches spontanées, des mouvements sur les réseaux, etc. Et donc, il faut qu'ils puissent avoir ce type de démarche aussi, je pense, dans l'entreprise et pour se sentir impliqués dans la construction du fonctionnement de l'entreprise, à mon avis. Et tu pourras peut-être pas nous dire tout nous dire sur la manière dont ça a été lancé, mais comment le management a pris l'initiative? Tu les as sollicités, tu as été sponsorisé, comment est-ce que tu as lancé ce think tank? Et non, ça a été complètement... quand on l'a lancé, on a été voir un top manager pour lui dire, voilà, on va lancer ça, on vous informe, ce n'est pas un syndicat, parce qu'on avait peur d'être un petit peu bridé. Et donc on dit, voilà, c'est juste, on a envie de tester ça. Et donc il nous a dit, ok, allez-y. Mais après, zéro moyen, etc. Et donc ça a grandi assez vite, et ça a fonctionné en dehors des radars. Donc c'est ça qui était assez magique aussi, c'est que je pense que les gens avaient l'impression d'un espace un peu inédit de liberté. Et puis plus récemment, avant de partir, moi j'ai cherché à l'ancrer, parce que je me suis rendu compte qu'après, pour passer à l'échelle et pour avoir un impact stratégique, il fallait aller chercher des commandes du management pour nourrir ce think tank. Et donc, avant de partir, j'ai essayé de l'ancrer. Et notamment, le groupe, en fait, Total va déménager dans quelques années, il va changer de siège social. Et donc, je me suis rapprochée des personnes qui s'occupent de ce projet pour leur dire, voilà, là, vous avez un groupe de salariés qui sont intéressés par construire le travail de demain. Et donc, s'il vous faut des bêta-users pour votre futur siège social, ça peut être un groupe intéressant. Et donc, ils sont en train de construire ça. Et on a d'autres dirigeants. Ma vraie ambition, ça aurait été un jour de construire un genre de Davos du no-bud dans le groupe. Et je pense qu'on y arrivera un jour. C'était un peu ça l'ambition. Et à mon avis, ça viendra tout seul. Bon, Béatrice, toi, tu as une présence un peu paradoxale ici, on peut le dire, parce que ton job, c'est de faire partir les gens des grands groupes pour les aider à trouver leur bon destin. Alors, explique-nous un peu comment ça fonctionne, comment tu vois ça. Alors, c'est vrai que nous, on a commencé en créant des programmes pour les individus, pour les particuliers, et où du coup, notre premier programme s'appelait Fais le bilan calmement, s'adressant en B2C. Et effectivement, ça pourrait être la facilité de taper sur les grands groupes. Il y aurait des campagnes de com très marrantes à imaginer avec des gens qui font des au revoir président avec Switch, ou des gens qui courent de la défense et qui s'enfuient, etc. Ça pourrait être très drôle, ça marcherait bien, mais ce serait complètement démago. Voire un peu malhonnête. Un peu malhonnête, pourquoi ? Parce que déjà, la situation en France, c'est que 90% des actifs sont salariés. Et la plupart travaillent dans des grands groupes ou dans des grosses PME. Deuxième raison, c'est que ce serait malhonnête parce que qu'est-ce que ça veut dire que de taper sur des grands groupes ? Ça veut dire que et de valoriser et de surglorifier les startups. C'est-à-dire qu'une startup, c'est mignon, c'est gentil tant que c'est petit. Puis dès que ça grossit, dès que ça a de l'ambition et que ça veut devenir grand, ça devient le diable en personne. Et comme nous, on a de l'ambition et qu'on veut devenir grand, en fait, on se souhaite de devenir un grand groupe. Donc ce serait là aussi assez malhonnête. Et puis, ce serait assez malhonnête parce que concrètement, nous, ce qu'on apprend aux gens, c'est de créer le parcours qui leur correspond. Et du coup, c'est absolument pas switcher égale claquer sa dème, partir d'un grand groupe. Switcher, pour nous, ça veut vraiment dire se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui intimement et profondément a du sens pour moi ? Et à partir de ça, construire le parcours qui me correspond à l'extérieur ou à l'intérieur de mon entreprise. Et on a énormément de profils qui vont réinventer leur job, qui vont faire ce qu'on appelle des corporate switch, donc des switches à l'intérieur de leur entreprise et qui vont réinventer leur job dans leur entreprise. Soit ils vont réinventer leur métier, parce que les métiers évoluent, les compétences, les métiers évoluent de plus en plus rapidement, donc il y a besoin de réinventer constamment son métier, de le challenger. Soit ils vont lancer des initiatives, des nouveaux business en interne, c'est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Soit comme Juliette, ils vont lancer des side projects en interne, comme ton projet de think tank. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des corporate slashers. Ils ont leur métier classique, mais ils ont aussi des side projects qu'ils vont développer, qui vont apporter une valeur humaine ou une valeur sociale à l'entreprise. Et puis, on a aussi
on a aussi des gens qui vont changer de métier à l'intérieur de l'entreprise. J'étais en contrôle de gestion et puis je passe à la transformation digitale, par exemple. Donc nous, notre métier, c'est absolument pas de dire aux gens plaquez tout pour devenir entrepreneur freelance. Déjà parce que là aussi, même si on est à une époque qui surglorifie l'entrepreneur, le freelance, le digital nomade, on n'est pas tous faits pour devenir entrepreneur. Et ce que proposent les grands groupes, le cadre, la stabilité, l'ambition, on a plus de moyens quand on est dans un grand groupe, on touche à des sujets peut-être plus stratégiques, plus gros, plus ambitieux. Tout ça, c'est des caractéristiques, des compétences qui correspondent à un certain type de profil et entre guillemets, il faut tout pour faire un monde et nous, en tout cas, on n'a pas envie de rediriger vers un faisceau en disant il faut qu'on soit tous entrepreneurs. Donc là-dessus, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est pas du tout de taper sur les grands groupes, mais plutôt de se rendre compte qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas les grands groupes en soi, mais c'est la culture, les mentalités, les façons de faire, les process, et que nous, si on agissait qu'à l'échelle des individus, en fait, notre action, elle serait très vite limitée, parce qu'effectivement, on peut rebooster les individus, on peut les remotiver, leur montrer que tout est possible. Si à l'intérieur, les choses bougent pas, les lignes bougent pas, l'effet va être complètement déceptif. Et donc, nous, notre démarche avait beaucoup plus de travailler main dans la main avec les grands groupes, pour justement les aider dans leur transformation, dans leur switch à eux, finalement, et les accompagner dans cette démarche-là. Voilà. Si je peux en rebondir, je pense que c'est vraiment important ce qu'a dit Béa, parce que c'est vrai qu'on est à une ère où on survalorise l'entrepreneur et le freelance. Et vraiment, il faut se demander pourquoi on fait ça. Et c'est pas parce que l'avenir, c'est dans le fait de tous passer freelance. C'est parce que les gens ont une aspiration d'avoir des marges de manœuvre, de choisir leur organisation personnelle, de choisir où ils travaillent, avec qui ils travaillent. Il y a l'aspect aussi, je pense, multi-sujet du freelance et de l'entrepreneur qui peut toucher à plusieurs choses à la fois, alors que nous, on a quand même construit des silos de métiers qui sont très serrés. Donc, il faut vraiment faire attention à ce mirage. Et nos grands groupes, ils sont essentiels à la vie de l'économie. Donc, il faut vraiment les aider à réengager les gens en répondant à cette aspiration. Comment je peux être freelance dans l'entreprise, quoi, à l'intérieur. Exactement. Peut-être pour ajouter un point, je pense qu'il y a un aspect important que tu évoquais, c'est celui de la diversité des moments. Je pense que dans les entreprises, il y a des cycles longs et des cycles courts. Et que pour l'individu, de vivre les deux cycles sont importants. C'est-à-dire quand je suis dans une boîte où il n'y a que des cycles longs, je finis par m'ennuyer. Et quand je suis dans une boîte où il n'y a que des cycles courts, je suis un hamster qui court dans sa roue et je perds le sens. Donc voilà, pour que les entreprises puissent offrir ces deux vitesses, ça me paraît assez important. Et c'est difficile à faire. Donc nous, nos consultants sont dans des cycles très courts. Exemple de cycle long, c'est prends 6 mois et fais autre chose, puis tu reviendras après. Donc ça, parce que... Et on sait qu'il reviendra après, honnêtement. Parce qu'on est dans un métier de projet, les projets s'enchaînent vite. Parfois, on peut perdre le sens, on peut perdre le fil. Et à un moment donné, on peut faire ça 1 mois dans une start-up, c'était mon programme, je disais ça tout à l'heure, ou de se dire, voilà, je fais un mini-break de 6 mois parce que je vais poser les choses, avec ou sans switch. Et on sait qu'ils reviendront différents, ils reviendront enrichis. Donc les cycles, c'est important, je trouve, et c'est une vraie difficulté dans beaucoup d'entreprises qui ont leur propre biorhythme, mais ils oublient un peu le biorhythme des employés. Et puis le deuxième élément de diversité, c'est la diversité des profils, d'être capable de faire travailler ensemble. Et alors à l'époque du numérique, je ne vous raconte pas comme c'est encore différent. Des gens historiques, traditionnels, des nouveaux, des anciens, des data scientists, des mecs qui font des maths, des mecs qui font de l'UX et qui dessinent des écrans. Voilà, donc on a un monde où on a besoin de faire collaborer tout ça. D'abord, je pense, pour être efficace en 2017, parce que je pense qu'être efficace en 2017, ça passe aussi par ça. Donc les entreprises y ont un grand intérêt. Et puis je pense que pour les employés eux-mêmes, c'est une expérience radicalement différente qui retrouvera de la diversité que tu évoquais, Juliette. On est dans un... Tu l'évoquais, là, on est dans un rythme où le digital se développe, on est obligé d'adapter les recrutements, les manières de travailler, et on voit que tout ça s'accélère, c'est-à-dire que le rythme des entreprises va de plus en plus vite. Donc, comment on peut projeter une promesse employeur? Ce sera quoi une promesse employeur dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on racontera aux employés pour qu'il y ait toujours du sens dans un monde qui est... j'allais dire en explosion permanente, le terme est très fort, mais en tout cas en mouvement permanent et de plus en plus rapide. Donc comment on fera
pour faire tenir une entreprise qui sera dans ce mouvement-là. Là, tu veux commencer Ce qui est intéressant, on a déjà un peu parlé, Patrick, mais ce qui est intéressant, c'est pas forcément de se dire à quoi ressemblera l'entreprise de demain, parce qu'on n'en sait rien, et tant mieux d'ailleurs. On la laisse émerger et puis on verra bien ce qu'on crée. Ce qui est intéressant, c'est en revanche de regarder les signaux faibles, des tendances de fond qui émergent. Et dans les tendances de fond qui émergent, nous, on voit 3 grosses tendances. Première tendance, c'est qu'on entre de plus en plus dans une ère de la transparence. Aujourd'hui, avec des sites comme Glassdoor, c'est plus possible d'avoir une marque employeur qui est totalement dissonante de la réalité concrète de ce que vivent les gens. Parce que ça se sait, parce que les gens parlent, parce que les gens parlent entre eux, et parce que de toute manière, même s'ils ne parlent pas entre eux de visu, ils vont l'écrire sur ce type de site. Donc ça veut dire quoi, une ère de la transparence? Ça veut dire qu'on est de plus en plus obligé et contraint à faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Donc ça veut dire qu'on ne va plus construire une marque employeur, construire un message avec des valeurs qui font bien, avec une marque employeur qui fait bien, mais on va de plus en plus, pour attirer les meilleurs talents, d'ailleurs ça veut dire quoi les meilleurs talents? En soi il n'y a pas de meilleurs talents, c'est les meilleurs talents pour moi. Et donc les meilleurs talents pour moi, c'est qui? Les meilleurs talents pour moi, c'est ceux qui adhèrent à ma mission et c'est ceux qui fit avec ma culture. Et donc, du coup, les 2 grands piliers que ça va imposer demain aux entreprises en termes de réflexion sur la marque employeur, c'est de savoir quelle est ma mission, pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, pourquoi les gens qui vont œuvrer pour moi, qui vont travailler avec moi, vont faire ce qu'ils font. Et ça, objectivement et en toute honnêteté, si on regarde, 99% des grands groupes français ne savent pas quelle est leur mission. Et c'est ça un des grands problèmes aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est quelle est ma culture ? Parce que si on veut donner plus d'autonomie, plus de flexibilité, un cadre de plus en plus ouvert, on parle d'entreprise libérée. Entreprise libérée, c'est une entreprise où il y a de moins en moins de process, mais où le ciment, parce qu'il y a toujours besoin d'une colonne vertébrale, c'est la culture. Culture, c'est ce que vous faites sans même avoir conscience que vous le faites. Donc c'est toutes ces valeurs inconscientes qui se transmettent. Et ça va être très important de savoir quelle est notre culture, quelles sont nos aspérités, quelle est notre façon de faire les choses, notre singularité, pour attirer ma tribu. Et c'est ça qui va être intéressant demain. C'est pas de vouloir attirer tout le monde, mais c'est au contraire d'aller chercher sa niche, d'aller chercher sa tribu. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on entre dans une ère, tu l'évoquais tout à l'heure, Patrick, de l'ouverture. De l'ouverture, le monde va de plus en plus vite, on a besoin de capter, monitorer les besoins de nos clients en temps réel et de s'ajuster très rapidement. S'ajuster très rapidement, ça demande effectivement un mode, de plus en plus on l'entend beaucoup, agile, flexible, adaptable. Bon, ça c'est pareil, c'est un peu à toutes les sauces en ce moment. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'à chaque instant, on doit avoir des modes de fonctionnement qui sont plus flexibles, donc des modes de travail qui ressemblent beaucoup plus à un mode projet, avec des équipes qui se font et qui se défont en fonction des besoins à un instant T de l'entreprise. Et ça bouge, c'est mouvant, ça évolue en permanence. Et par ailleurs, avec des compétences qui viennent à la fois de l'interne, mais aussi de l'externe. Parce qu'on ne va pas toujours pouvoir être à la pointe. Et puis, si on se parle de mission et donc on recrute une core team qui adhère à notre mission, il y a aussi des gens qui vont avoir des compétences extérieures qu'on ne va pas intégrer à temps plein. Et donc, parce que ce sera beaucoup plus intéressant de les externaliser. Et l'enjeu demain, ce sera de créer un écosystème, un pool de freelance fiable, sur lesquels on pourra s'appuyer et avec lesquels on saura qu'on peut travailler. Et alors là, non seulement il y a la marque employeur, avec les gens qu'on va employer, mais demain, il y aura la marque freelance. Et on n'attire pas du tout de la même façon un freelance qu'un salarié. Un freelance, vous n'allez pas l'attirer avec une promesse de stabilité, un CDI. Par définition. Donc comment est-ce qu'on anime ces communautés-là? Comment est-ce qu'on les attire? Comment est-ce qu'on a de la valeur auprès d'eux? Et la troisième grande tendance de fond qui émerge, c'est qu'on entre dans une ère du sur-mesure. Une ère du sur-mesure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que production de masse, consommation de masse et gestion des masses, parce que c'était ça avant, c'est fini. Et on entre dans une ère où les gens, de plus en plus, sont habitués à avoir des expériences en tant que client, en tant que consommateur sur mesure, et ils attendent exactement la même chose à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça veut dire que si notre mission et notre culture sont non négociables, en revanche, il faut laisser énormément d'autonomie dans le cadre.
de liberté dans la façon de faire les choses, dans la façon dont je m'organise. C'est ce dont parlait tout à l'heure Patrick, de responsabilisation, et de responsabilisation à la fois dans mon quotidien, mais à la fois dans la façon dont je veux gérer et manager mon parcours. Et il y aura beaucoup plus de switch possible, de switch entre moi aujourd'hui qui suis 100% impliquée en interne, demain qui serait peut-être à l'extérieur, je vais peut-être prendre une période justement de switch off, où je pars 6 mois à l'étranger faire autre chose, où je vais bosser en start-up, de périodes où je serai en freelance parce que j'ai des compétences, des savoir-faire que j'ai déjà développés, je sais que je travaille bien avec cette entreprise, puis des moments où je reviens dans un grand groupe parce que voilà, j'ai envie, sur ce projet-là, de me réimpliquer à 100%. Et c'est ça qui va être très intéressant, et à l'échelle individuelle et à l'échelle de l'entreprise, c'est comment est-ce qu'on crée ce cadre-là. Parce que alors, pour le coup, ça remet tout en question, et les silos, et les process, et le mode de management. Donc il y a beaucoup de questions à se poser, mais ce cadre-là, il est beaucoup plus attractif en fait. Peut-être pour ajouter à ce que tu dis, Béa, moi je pense qu'il y a un autre axe. Je pense que pour attirer les gens, il va falloir finalement leur montrer qu'on ne va pas les serrer trop fort et qu'on va desserrer cette étreinte et les laisser, en effet, on leur fait confiance, ils rentrent, ils sortent, on les aide à se développer, etc. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai que l'exemple que tu as donné de votre programme où je peux aller passer un temps en start-up, on sait qu'il y a beaucoup de grands groupes qui travaillent maintenant avec notamment une start-up qui s'appelle Oscar RH et qui développe ces programmes pour détacher des salariés dans des start-up. Et c'est à la fois un apprentissage et un signe de confiance. Je te laisse partir parce que je sais qu'on partage quelque chose qui fera que tu reviens. Ça, c'est important, cette ouverture. Nous, les entreprises aussi qui donnent des crédits pour aller dans des coworking, etc. J'ai pas besoin de savoir où tu es quand tu travailles. Je te fais confiance. Tu peux travailler là où bon te semble. Et d'ailleurs, en allant dans un coworking, tu vas rencontrer d'autres gens. Ça va te faire grandir. Ça va t'ouvrir les yeux à d'autres sujets. Mais il y a quand même un sujet qui me paraît important, c'est que les gens ont envie de liberté, mais ils ont aussi envie d'être inclus et qu'on leur demande leur avis et de participer. Et ça, c'est vraiment important, je pense, de mettre en place des démarches d'engagement. Donc, poser des questions. Là, tout à l'heure, je regardais ce qu'a fait la MAIF. Il y a un stand très intéressant sur la co-construction de la vision, de l'organisation. Ça, c'est des choses que les gens attendent. On ne peut plus leur faire descendre la stratégie en pluie fine et elle arrive sous la forme d'un A4 qu'il faut aller commenter à votre équipe. Ça, c'est impossible. Maintenant, si je dois commenter la stratégie à mon équipe, je dois avoir participé à sa construction. Sinon, en gros, c'est pas la mienne. Donc, il faut trouver des moyens d'embarquer les gens dans la construction des projets stratégiques, des innovations. Et il faut le faire avec une réelle intention. C'est-à-dire qu'en plus, il faut faire attention à certains mouvements où je te pose des questions, je te fais participer à des hackathons, des innovatons, etc. Et puis finalement, je ne fais pas exactement ce qu'on avait dit. Donc, il faut arriver à faire participer avec une certaine sincérité. Et puis, moi, je pense que cette ère, en fait, où le digital vient quand même nous donner des opportunités, elle est une opportunité pour les ressources humaines de se repositionner justement sur la mesure de l'engagement, la mesure de la qualité de la promesse employeur. Les ressources humaines vont pouvoir digitaliser un certain nombre de processus qui étaient assez contraignants pour se repositionner sur la qualité de la vie de la promesse employeur. Et je pense que c'est important de la mesurer un petit peu quotidiennement. Alors, je ne sais pas si vous le faites chez Capgemini, mais moi maintenant je connais beaucoup de startups qui travaillent avec des grands groupes pour mesurer quasiment quotidiennement le niveau d'engagement, la qualité du travail, l'ambiance dans les équipes. Et c'est 1000 fois mieux qu'un sondage annuel où je réponds à 200 questions, où là on a un effet accordéon, il faut que j'ajuste ce qui se passe. Non, il faut plutôt analyser les signaux faibles au quotidien. Et d'ailleurs, ça sera beaucoup moins compliqué à gérer parce que je pourrais faire des tout petits ajustements réguliers plutôt que des grands changements. Et ça, c'est important. Donc, je pense qu'on va assister à un repositionnement du RH. Il va gérer une troupe de salariés, de freelance. Il va pouvoir mesurer l'engagement de ses salariés. Et il va aussi proposer des postures collaboratives. Et ça, c'est essentiel pour moi. Moi, je voulais rebondir avant de revenir sur ta question, Luc, sur ma tribu. Je trouve que ce concept-là est un concept hyper puissant. Quand je suis un grand groupe, quand je suis une entreprise, peu importe la taille, c'est quoi ma tribu ? Et c'est vraiment pas le mode de fonctionnement naturel, c'est-à-dire qu'on raisonne modèle de compétences, case numéro 12, j'ai tant d'employés bleus, je veux qu'ils deviennent verts. Enfin, donc la notion de tribu est extrêmement complexe. Et je suis désolé, je reviens à un autre exemple. À un moment donné, on s'est posé, nous, la question de quelles sont les caractéristiques des gens qui vont réussir chez nous. Alors, on a commencé par les poser aux managers, parce que c'est eux qui savent. Donc, déjà, je n'ai pas eu 2 réponses identiques. J'ai eu autant de réponses que de managers. Et donc, on s'est dit, la vérité, elle est dans la data. Donc, on a fait tourner des algorithmes pour comprendre les qualités, les attributs de ceux qui réussissaient chez nous.
Et donc c'était quoi? In fine, c'était ceux qui ont le fit avec ma culture et ceux qui adhèrent à ma mission. Et ça, on a réussi à le trouver par un certain nombre de compétences. Je suis innovant, enfin j'ai envie d'innover, je suis innovant, je suis rigoureux, enfin bref, donc qui sont des compétences plus soft skills. On n'a pas trouvé de choses en dur, de compétences dures, il faut faire ci ou il faut faire ça, non. On a plutôt trouvé des capacités de management, des façons de manager qui, elles, étaient prédictibles du succès chez nous. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé le recrutement. C'est-à-dire que plutôt que de recruter des écoles, des élèves, des anciens élèves de l'ESSEC qui ont fait tel et tel parcours et telle formation et tel stage, on a dit on veut des Bac+5 qui ont ces 5 qualités-là. Et donc maintenant, on passe tous nos processus de recrutement à travers ce qu'on a trouvé comme étant les éléments fédérateurs de notre tribu. Je pense que se poser la question de à quoi ressemble la tribu, j'ai pas beaucoup de dirigeants qui pensent à ça. Ils pensent aux valeurs, ils pensent à la culture, ils pensent à plein de sujets très très importants. Et celui-là, je le sens émergent. Il va falloir essayer de réfléchir à ça, à quoi ressemblent les tribus ou la tribu de la grande entreprise ou de l'entreprise tout simplement. Voilà, un petit aparté sur un mot qui ne me semble pas anecdotique du tout et derrière lequel il y a des choses à réfléchir. Ça veut dire, Patrick, que tu penses qu'il y a des nouveaux modèles de leadership en fait, qu'on n'a pas encore identifiés, qu'il va falloir repérer pour construire cette entreprise de demain, en fait, un petit peu? Je pense que travailler en écosystème, ça, c'est pas naturel. Improviser, savoir improviser. Tout à l'heure, on avait une conférence qui était extraordinaire sur, je pense que tout le monde est allé, sur ce pilote qui a alterné entre prendre des décisions extrêmement improvisées, s'appuyant sur une rigueur et des procédures extrêmement intégrées. Les entreprises, je prends ce parallèle-là, la capacité à prendre des décisions extrêmement improvisées est quand même assez difficile, puisque la prise de risque n'est pas forcément encouragée. Sortir des chemins battus n'est pas forcément encouragé, et pour autant, il faudrait le faire avec ce cadre de structure. Donc la combinaison des deux me paraît assez compliquée. Et peut-être pour revenir sur le manager, je vais du coup passer à ta question, Luc. J'ai aucune idée de ce à quoi ressemble la promesse employeur de demain, et si j'en avais une, franchement, je serais assez prétentieux de vous la montrer comme ça de façon... Je pense que déjà, il y a un premier truc, c'est l'exécution, c'est-à-dire que les employés aient une expérience quotidienne, et quand je dis quotidienne, c'est tous les jours, qui correspondent à ce que l'on écrit et à ce que l'on dit. Et déjà faire ça, ça va résoudre, à mon avis, 80% des problèmes. Voilà, donc nous, c'est pour ça qu'on a fait 13 chapitres. Derrière chacun des chapitres, il y a une preuve concrète. Et cette preuve, tu la vis tous les jours. Ou tu la vis au moment important de ta vie. Moi, je crois beaucoup à cette notion d'expérience et à la notion de moment de vie. Quand on est un salarié, il y a des moments qui sont importants. Et puis des moments, c'est la vie quotidienne et c'est pas grave. Donc, est-ce que l'évaluation, soi-disant sacro-sainte annuelle, est un moment important? Peut-être. Est-ce que la promotion, est-ce que l'intégration dans l'entreprise est un moment important? Très certainement. Est-ce que le départ de l'entreprise est un moment important? Nous, on a créé un chapitre qui s'appelle Happy End sur la fin. Comment avoir une fin qui soit joyeuse? Parce que voilà, c'est la vie, quoi. Tout le monde a voilà, les parcours sont divers et multiples. Comment faire que la fin soit joyeuse? Bon, bref, donc je pense que les moments de vie et l'expérience des employés, c'est super important et qu'aujourd'hui, il y a ce grand écart que vous évoquiez toutes les deux qui est parfois très significatif. Je pense que dans ce grand écart, il y a aussi la posture des managers. Est-ce que moi, en tant que manager, j'incarne ça ou est-ce que j'incarne autre chose? Pas négligeable, hein. Et après, je vais prendre deux exemples, deux phénomènes que l'on a vus récemment, qui, moi, je pense, incarnent des choses importantes pour demain. Première, et Luc est au courant de ça, on a reçu, il y a 1 mois et demi de ça, une dizaine de PDG du CAC 40. Et on les a fait travailler une demi-journée sur le travail, l'emploi, l'éducation, la formation, donc vraiment que des sujets de cette nature-là, de sujets RH, je vais dire, dans un monde où le digital, les robots et l'automatisation vont être partout. Donc ils ont passé une demi-journée à ça avec nous. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, bah oui, ça va changer les compétences, oui, il y a plein de jobs qui vont disparaître, oui, il va nous falloir plus de mecs avec des data scientists, il va nous falloir... Oui, tout ça, c'est une évidence. Les contrats entre les entreprises et les salariés vont différer, il va falloir travailler avec des freelances. Oui, tout ça, c'est super important.
Mais surtout, ce qui est super important, c'est qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et donc, du coup, mon organisation doit être capable de s'adapter en permanence. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans les organisations pour donner cette capacité d'adaptation? Alors, aux systèmes, aux organisations peut-être, mais aux individus, on les forme à quoi? On les forme à devenir data scientists. On les forme pas à devenir patron dans un écosystème ouvert. Donc je pense que l'acquisition de soft skills, c'est un élément essentiel. Je reviens à la tribu, parce que finalement, c'est ça qui caractérise ma tribu. Je pense que l'acquisition de soft skills va être un élément déterminant des capacités des organisations demain à vivre différemment. Regardez ce qui se passe à l'école 40. Allez passer une journée à l'école 42. On leur apprend à coder, peut-être. On leur apprend surtout à s'adapter à n'importe quoi. Et les élèves de l'école 42, quand ils sortent, ils sont capables de gérer à peu près n'importe quelle situation inconnue. Je ne sais pas si dans beaucoup de grandes écoles, on les forme beaucoup à ça. Je ne sais pas. Je laisserai nos amis de l'ESSEC répondre. Et pour compléter ce que tu disais, un des patrons du CAC 40, donc multinational, donc qui a la vision dans plein de pays à travers le monde, disait, à mon avis, les mieux préparés pour ça, ce sont les Chinois. Après, il y a les États-Unis, et les moins prêts pour cette transition-là, et les moins agiles, les moins adaptables, ce sont les Européens en général. Donc ça, c'est le premier message qui arrive de dirigeants. Honnêtement, ce ne sont que des PDG du CAC 40. Donc voilà, on a fait le compte, ils gèrent 1,3 million d'employés. Donc voilà, et donc ils ont un impact social de la robotisation et de la digitalisation qui est énorme. Ils en sont extrêmement conscients. Mais je trouve intéressant qu'ils arrivent in fine sur les soft skills et ce qui va permettre aux gens de changer. Et puis par ailleurs, de façon concomitante, mais complètement, il n'y a pas de rapport entre les deux phénomènes, on sort une étude récemment, parce que les consultants, ça fait aussi des études, sur le Digital Talent Gap. Et donc, quels sont les jobs de demain? Quels sont les jobs qui font rêver? Quels sont les jobs qui font disparaître? Donc des études comme ça, honnêtement, il y en a des dizaines. Forcément, la nôtre est plus belle que celle des autres, mais voilà, donc il y en a des dizaines. Et puis, on a regardé aussi ce qu'en pensaient les employés. Et donc, en fait, on a posé la question, et c'est LinkedIn qui l'a fait, on a fait un partenariat avec LinkedIn là-dessus. Et LinkedIn a posé la question, c'est quoi le Digital Talent Gap pour vous? Et les employés répondent quoi? Mais ils répondent soft skills, ils répondent comportement du manager, ils répondent capacité d'apprentissage. Et ils se disent, et si demain, il faut que je fasse plus de data, ben, j'en ferai de la data, je m'y mettrai. Donc, le sujet qui était important pour eux, et qui était le premier sujet de préoccupation, c'est celui-là, c'est celui des soft skills, et c'est la façon d'être plutôt que de ce que l'on sait. Voilà. Donc la promesse employeur de demain, je ne sais pas à quoi elle ressemble. À mon avis, elle ressemble déjà à un peu de rigueur d'exécution et beaucoup d'expérience humaine. Et puis, je pense que ce sujet de la façon d'être et de la façon de manager va, à mon avis, monter dans les agendas. Alors j'aurais aimé avoir quelques questions, mais on doit partir, c'est ça, hein. Vous me faites des signes. On a droit à une question ou... Ah, 5 minutes. Donc 5 minutes. Donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Je pense que le statut de salarié, il correspond à un contrat, enfin un engagement, et qu'en fait, vous avez raison, il faut un new deal un petit peu de cet engagement. Il faut que les employeurs formulent une nouvelle promesse. Et qu'est-ce que ça va être? Ça va être une promesse d'ouverture, de flexibilité. En effet, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde n'est pas fait pour être freelance entrepreneur. Hein. C'est pas du tout marrant tous les matins. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en ai vu depuis 3 semaines. Mais pourquoi on cherche ça? Parce qu'on cherche un certain nombre de capacités qu'on ne nous offre pas d'entreprise. Donc, c'est là où je dis que le DRH, il a vraiment un boulevard devant lui, puisque les grands groupes ne vont pas disparaître. En revanche, il a un boulevard pour reconstruire ce New Deal social, cette nouvelle promesse, et s'assurer qu'elle vit, hein, c'est comme dans un mariage, régulièrement se parler pour être sûr qu'on reste aligné. Donc vous avez raison, oui, je pense. Moi, je suis totalement d'accord sur le fait que
si on revient à l'essence du salariat, c'est le contrat qui lie un employé à son grand groupe et qu'il faut réinventer. Et surtout, c'est ce que tu disais, Patrick, il va y avoir une dimension plurielle des rapports qu'on va entretenir avec un grand groupe, voire des grands groupes. Et donc, il va falloir, justement, il y a un boulevard juridique pour inventer tous les liens qui vont justement nous relier aux grands groupes. Et moi, j'irais même plus loin que le salariat, parce que le salariat, c'est quand même ce sur quoi repose tout le modèle social français. Donc, si on repense le salariat, en fait, et la raison pour laquelle on ne le repense pas, c'est parce que tout le modèle social repose dessus, il faut repenser tout le modèle social. Donc, c'est ça le vrai sujet, c'est repenser le salariat, repenser la façon dont on est relié à l'entreprise, créer une diversité de contrats qui correspondent à chacune des situations, un cadre flexible et un cadre qui permet justement de se réinventer en permanence et en même temps derrière se poser la question de tout le modèle social puisque du coup comment est-ce qu'on épargne pour la retraite, comment est-ce qu'on cotise au chômage, comment est-ce que etc puisque tout ça repose sur le salariat aujourd'hui. Vaste sujet. On reviendra pour une autre conférence là-dessus. Vous aviez une question ? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Je pense que on est sur des changements qui sont des changements culturels et des modes de management. Donc, faire passer ça au quotidien, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'expérience quotidienne de nos salariés, ça va prendre du temps. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que ça commence à se savoir chez les plus jeunes populations et ça se sait aussi dans les écoles. Voilà. Après, je veux dire, un manager chez nous qui a 10 ans de comportement d'avant ce que je vous ai montré, il va falloir un peu de temps. Mais on est optimiste. Merci à tous les trois. Merci Luc. Merci. The door to your house, don't let anybody in. It's a room that's full of